Ce cours concerne les contraintes d'intégrité. Un des objectifs des SGBD qu'on a vu est le maintien de la cohérence des données de la base de données. Cohérence, ça veut dire que les données doivent contenir des valeurs qui ne doivent pas être contradictoires. Les données de la base de données doivent rester conformes à la réalité qu'elles représentent. Ceci est réalisé grâce à la définition de ce qu'on appelle les contraintes d'intégrité. Par abréviation, on écrit CI. On distingue deux types de contraintes d'intégrité, les contraintes d'intégrité statiques et les contraintes d'intégrité dynamiques. On va commencer par voir les contraintes d'intégrité statiques. Elles sont celles qui correspondent à un prédicat sur l'état courant de la base de données. Le SGBD doit fournir des mécanismes pour vérifier que la base de données est cohérente vis-à-vis de ces contraintes. Le SGBD doit fournir un moyen qui nous permet de définir ces contraintes d'intégrité. Ces contraintes d'intégrité nous permettront de vérifier une certaine cohérence. Et selon la définition qu'on a donnée de ces contraintes, le SGBD va soit les accepter, soit les rejeter. Le SGBD accepte la contrainte d'intégrité si elle ne contredit pas les valeurs qui existent déjà dans la base de données. Ça veut dire que si on a déjà créé nos relations, si on a déjà mis des tuples dans nos relations, elles contiennent des données. Si on définit une contrainte d'intégrité, cette contrainte ne doit pas être en contradiction avec les données existantes. Par exemple, si je définis qu'un attribut, par exemple, doit être positif ou nul, le SGBD va accepter cette contrainte si cet attribut, toutes ces valeurs qui existent déjà dans la base de données sur cet attribut sont positives ou nulles. Si par exemple on a déjà saisi des valeurs négatives, le SGBD va rejeter cette contrainte parce qu'elle contredit ce qu'il y a déjà dans la base de données. Donc dans ce cas-là, soit on redéfinit notre contrainte, on change la définition, soit on supprime les données qui sont dans la base de données qui contredisent cette contrainte pour que le SGBD puisse accepter cette contrainte. On va voir tous les types de contraintes d'intégrité statique qu'on peut définir. Alors la première contrainte qu'on connaît déjà, c'est la notion de clé primaire. La clé primaire d'une relation permet d'identifier chaque tuple de manière unique. On a déjà dit que dans le modèle relationnel, on n'admet pas qu'il y ait de lignes ou de tuples identiques dans notre relation ou dans notre table. Comment le système peut vérifier ça? C'est en définissant ce qu'on appelle la clé primaire. La clé primaire doit avoir une valeur différente pour chaque tuple ou pour chaque ligne. La clé primaire, elle est composée d'un ou de plusieurs attributs et ne doit apparaître qu'une fois par description de table. Par description de table, ça veut dire que quand j'écris la commande qui me permet de créer une table, je définis la contrainte une seule fois dans cette description. Bien sûr, elle peut contenir un attribut ou plusieurs attributs. Quand on définit notre contrainte de clé primaire, le système va, à chaque insertion, vérifier que la valeur qu'on a mise n'existe pas déjà. Si elle existe déjà, il va rejeter le tuple qu'on veut insérer. Si elle n'existe pas, il va accepter et il va insérer le tuple qu'on veut. Théoriquement, la colonne qui compose la clé primaire doit toujours contenir une valeur. C'est-à-dire ici, par défaut, c'est note nulle. La clé primaire est composée d'un ou de plusieurs attributs. Et on vous dit ici que une colonne composant la clé ne peut pas changer de valeur. Ça, c'est en théorie. Dans le SQL standard, la valeur de la clé primaire ne peut pas être modifiée. Si je dois modifier la clé primaire, ça veut dire que je dois supprimer le tuple et le redéfinir de nouveau. Mais certains SGBD, comme Oracle par exemple, permettent la modification de la clé primaire, à condition que la nouvelle valeur qu'on met ne doit pas exister dans les valeurs déjà insérées dans la base de données. La clause dans SQL qui permet la définition de la clé primaire, c'est primary key. Alors, on vous recommande de définir la clé primaire à la création de la relation, c'est-à-dire quand on fait create table, on définit notre clé primaire, parce que si on le fait automatiquement, la plupart des SGBD automatiquement créent ce qu'on appelle un index primaire sur la clé. Et dans ce cas-là, quand on va insérer nos tuples, ils vont être insérés selon l'ordre de la clé primaire. On aura une correspondance entre l'ordre des clés et l'ordre des tuples stockés. Si on ne définit pas la clé primaire, ça veut dire qu'ils vont être insérés selon l'ordre d'insertion des tuples. Bien sûr, quand on ne définit pas la clé primaire au début, on pourra le faire par la suite. La deuxième contrainte d'intégrité dont on va parler, c'est l'unicité des lignes, sa propriété d'unicité. La clause qui permet de définir cette propriété, c'est la clause unique, qu'on peut associer à une ou plusieurs colonnes. La propriété d'unicité, qu'est-ce qu'elle dit? C'est-à-dire, elle
oblige chaque tuple à avoir une valeur différente pour cette colonne ou ces colonnes. C'est la même chose que la clé primaire, sauf que ici, elle n'est pas forcément note nulle. Alors, dans quel cas on a unicité? On a déjà vu la notion de clé candidate. On sait qu'une relation peut avoir plusieurs clés candidates. La clé primaire est choisie parmi ces clés. D'accord? Donc, si la relation admet plusieurs clés candidates, une est choisie comme clé primaire. Les autres clés candidates ont la propriété d'unicité. Donc, on peut définir, c'est-à-dire on peut ajouter cette information pour que le système vérifie que à chaque fois, cette propriété est respectée lors des insertions des données, c'est insertion ou modification des données. Un exemple, donc si j'ai la relation produit qui a comme attribut numéro produit, désignation, prix, et si je suppose que nprod, le numéro du produit, c'est la clé primaire de notre relation produit, on vous dit que deux produits différents ne peuvent pas avoir la même désignation. Donc deux produits différents, comment ils sont différents? Ça veut dire qu'ils ont des numéros différents, ne peuvent pas avoir la même désignation. Donc, désignation ici a la propriété d'unicité. Donc, on peut définir cette contrainte. On définit désignation avec la propriété unique. La troisième contrainte d'intégrité ici, c'est la notion d'attribut obligatoire ou facultatif. Un attribut, il est soit obligatoire, soit facultatif. Obligatoire, ça veut dire il doit toujours contenir une valeur. C'est une information qu'on doit toujours connaître. On n'admet pas qu'il y ait une valeur inconnue dans cet attribut. La clause qui nous permet de définir ça, c'est la clause note nulle. Dans le cas contraire, on dit que l'attribut est facultatif. C'est la clause nulle. Par défaut, les attributs sont considérés facultatifs. Donc, c'est pas la peine de définir dans le create table, quand on crée notre relation, c'est pas la peine de définir la contrainte nulle. Par défaut, les attributs sont nuls. On définit la contrainte note nulle. C'est quand les attributs sont obligatoires, il faut le dire, il faut le préciser. Par exemple, la relation fournisseur, il contient un F nom code ville. Dans cette relation, on peut définir le nom comme obligatoire. C'est-à-dire, je vais affecter la clause note nulle à nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit toujours connaître le nom d'un fournisseur. Les contraintes de valeur. Une contrainte de valeur concerne les valeurs que peut prendre un attribut. Et je vais la vérifier au niveau de chaque tuple. Par exemple, l'attribut salaire, j'ai la relation employé qui contient par exemple la colonne salaire, l'attribut salaire. Je dis que le salaire doit être compris entre 10 000 et 80 000. C'est une contrainte sur les valeurs que peut prendre l'attribut salaire. Et comment je vais vérifier ça? Je vais la vérifier au niveau de chaque tuple. À chaque insertion d'un tuple, on vérifie est-ce que la valeur qui est donnée dans l'attribut salaire est comprise entre 10 000 et 80 000. Ou bien lors de la modification d'un tuple, c'est-à-dire dans un tuple, je vais modifier le salaire, je dois vérifier que toujours la nouvelle valeur est comprise entre 10 000 et 80 000. Notre exemple, par exemple, la note. La note est comprise entre 0 et 20. Je n'accepte pas des notes négatives, je n'accepte pas des notes qui dépassent 20. D'accord? Donc ça, c'est des valeurs que peut prendre l'attribut note. Et je dois vérifier ça au niveau de chaque tuple. Dans la liste de valeurs, nous avons un attribut qui peut prendre sa valeur dans une liste. Par exemple, on a l'attribut couleur qui prend ses valeurs dans la liste bleu, rouge, vert, jaune. Ou bien l'attribut matériaux qui prend ses valeurs dans fer, bronze, zinc, blanc. Ça veut dire ici, au lieu de dire à chaque fois, par exemple, le contrôle, je peux faire le contrôle en disant que couleur est égale à bleu, ou la couleur est égale rouge, ou la couleur égale vert, ou la couleur égale jaune. Cette façon d'exprimer cette condition, je la remplace par couleur in la liste de valeurs. Ça me facilite l'écriture de la condition. L'autre exemple, c'est de contrainte de format. On sait que dans le modèle relationnel, dans une relation, quand on définit le schéma de la relation, chaque attribut prend ses valeurs dans un domaine. Le domaine en informatique est traduit par ce qu'on appelle les types de données. Les types de données qu'on a, ça veut dire par exemple integer, réel, les chaînes de caractères, etc. Donc, le fait de donner ce type à un attribut, c'est une contrainte. Le fait de dire un attribut, il est de type entier, ça veut dire que cet attribut ne peut pas prendre un nombre réel. Il ne peut pas aussi prendre, par exemple, des chaînes contenant des lettres alphabétiques. D'accord? Donc, il y a un certain contrôle. Le fait de dire integer, le système va faire un certain contrôle au niveau des valeurs
de cet attribut. Donc, c'est une contrainte qu'on appelle contrainte de formant. On peut définir aussi des contraintes entre les différents attributs d'une même relation. Donc, on parle de contraintes intra-relation. Je suis à l'intérieur d'une même relation, mais je vais comparer un attribut, par exemple, par rapport à un autre attribut. Dans ce cas-là, on parle de contrainte intra-relation horizontale. Horizontale, ça veut dire je vais comparer les valeurs de deux attributs différents, mais au niveau d'un même tuple. Un même tuple, une même ligne, c'est pour cela qu'on dit horizontale. Donc la valeur d'un attribut est contrôlée en fonction des valeurs des autres attributs de la même relation, au niveau du même tuple. Par exemple, si j'ai la relation manifestation, qui contient comme attribut le nom de la manifestation, la date de début de manifestation, date fin de manifestation, l'organisateur et le motif, je peux définir une contrainte intra-relation horizontale qui dit que date fin doit être supérieure ou égale date début. Donc là, je compare les valeurs de deux attributs différents. La vérification se fait au niveau du tuple, au niveau de la ligne. À chaque fois que j'insère par exemple une nouvelle ligne dans la relation manifestation, je vérifie que la date de fin que j'ai donnée est supérieure ou égale à la date début. Contrairement à la contrainte intra-relation horizontale, il y a la contrainte intra-relation verticale. Verticale, comme son nom l'indique, donc on va faire une vérification au niveau de la colonne, verticalement. Ça veut dire que je vais contrôler la valeur d'un attribut au niveau d'un tuple en fonction des valeurs des autres du même attribut, mais pour les autres tuples. Alors, un exemple, employé, numéro employé, le nom, le prénom, le salaire, numéro département. Donc ça, c'est une relation de employé. Et on va définir une relation intrarelationnelle, intrarelation verticale, qui dit qu'un employé ne peut pas gagner plus du double de la moyenne des salaires des employés du même département. Un employé, je suis en train de contrôler la valeur de son salaire, je suis au niveau d'un tuple, un tuple représente un employé, au niveau de son salaire, je vais le comparer au salaire des employés du même département. Et on dit que la condition qu'on est en train d'écrire ici, son salaire ne doit pas dépasser le double de la moyenne des salaires des employés du même département. Donc là, c'est une façon d'exprimer une contrainte intra-relation verticale. Mais on vous dit que ce genre de contrainte s'avère un peu difficile à mettre en œuvre au niveau du SGBD parce que à chaque fois qu'on veut insérer un tuple ou modifier par exemple le salaire, on doit faire tout un calcul sur la table, sur la relation pour vérifier si je peux oui ou non faire cette modification. Il y a une contrainte sur l'ensemble de NUPLAY. Alors ici, on définit une contrainte qui vérifie la valeur d'un ensemble de tuples à la fois. Par exemple, on considère donc la même relation employée qui contient nom, prénom, salaire et numéro de département. Alors un exemple de contrainte sur l'ensemble des NUPLAY, on définit la contrainte qui dit que la moyenne des salaires des employés du service archive doit être inférieure à 15 000. Ça, c'est un exemple de contrainte sur un ensemble de tuples ou de NUPLAY. Donc on a vu des contraintes qu'on définit sur une seule relation. Maintenant, on va voir des contraintes qu'on définit entre plusieurs relations. Dans une base de données, les relations sont généralement liées les unes aux autres. Et donc, on doit pouvoir exprimer des contraintes entre les relations de la même base de données. Alors, un exemple de contrôle qu'on peut faire, c'est vérifier qu'un ensemble de valeurs d'un attribut d'une relation apparaît aussi dans une autre relation. Alors, l'exemple le plus courant de contrainte interrelation qu'on utilise en base de données, c'est l'intégrité référentielle ou ce qu'on appelle plus couramment la clé étrangère. C'est un cas particulier de contrainte interrelation. Alors, la clé étrangère, c'est le fait d'avoir un attribut ou des attributs dans une relation qui font référence à une autre relation. Donc, la définition exacte, qu'est-ce qu'elle dit? Si j'ai deux relations T1 ou T2, donc deux relations ou deux tables, T1 et T2, on appelle clé étrangère ou clé externe dans T1 toute colonne ou ensemble de colonnes grand X de T1 qui apparaît comme clé primaire ou clé unique Y dans T2. Ça veut dire que j'ai dans T1 un ensemble un grand X. Ce grand X lui correspond
un grand Y dans T2. T2, dans ce cas-là, est appelé table primaire et T1 est appelé table secondaire. C'est-à-dire la table qui contient la clé étrangère, c'est la table secondaire. La table à laquelle on fait référence, c'est la table primaire. Bien sûr, X et Y doivent être du même domaine. Ça veut dire doivent être définis par le même type de données. Ils doivent être comparables. Une colonne de la clé étrangère, X, peut ne pas avoir des valeurs. Ça veut dire que la clé étrangère n'est pas note nulle par défaut. C'est normal. Alors, quand on exécute la commande insert into update dans la table secondaire, c'est-à-dire la table qui contient la clé étrangère, la valeur que je donne dans la clé étrangère doit exister dans la table primaire. Sinon, le système va rejeter l'opération. Si je considère par exemple la relation client et la relation facture, facture contient une clé étrangère qui fait référence à client. Si j'ajoute une nouvelle facture, le numéro client que je mets doit exister dans la relation client. De même, on vous dit qu'il n'est pas possible de supprimer des lignes de la table primaire s'il y a des lignes dans la table secondaire qui leur font référence. C'est-à-dire, dans l'exemple que je viens de donner, si je ne peux pas supprimer un client, s'il y a des factures qui font référence à ce client-là. Donc ici, nous avons un exemple où on va montrer la notion de clé étrangère aussi. Donc j'ai deux relations fournisseur et pièce. Fournisseur qui a comme clé primaire numéro fournisseur, pièce qui a comme clé primaire numéro pièce, et la relation fourniture qui décrit le fait qu'un fournisseur fournit une certaine pièce avec une certaine quantité. La clé primaire de fourniture, elle est composée de NF-NP. Donc les deux forment la clé primaire de fourniture. Cette clé primaire contient deux clés étrangères. Elle contient la première clé étrangère, c'est NF qui fait référence à fournisseur, et NP qui fait référence à pièce. Alors, gestion de contraintes. À tout instant de l'existence d'une base de données, on doit pouvoir définir une nouvelle contrainte d'intégrité. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de définir toutes les contraintes au niveau de la création de la table. Il est vrai que quand on fait une bonne conception, on définit toutes nos contraintes d'intégrité. Et donc, on peut les définir directement dans Create Table. Il se trouve que des fois, après, il y a une nouvelle contrainte qu'on veut définir, et dans ce cas-là, on pourra l'ajouter en utilisant la commande Alter Table. Donc, on peut ajouter une contrainte soit directement dans le Create Table, soit après avec Alter Table. La contrainte d'intégrité, quand elle est acceptée par le système, il va la conserver dans un catalogue qui concerne les contraintes d'intégrité. Alors, commençons par décrire les contraintes lors de la création de la table, c'est-à-dire dans la commande Create Table. Premier cas, c'est quand la contrainte concerne un attribut. On appelle ça une contrainte de colonne. Elle concerne un seul attribut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est lors de la définition de l'attribut au niveau du Create Table. Donc, on écrit le nom de l'attribut, le type de l'attribut. Tout de suite après, je peux écrire constraint, le nom de la contrainte, suivi de la contrainte que je veux définir. Alors, remarquons que constraint, nom de la contrainte, est écrite entre crochets. C'est pour indiquer que cette clause est facultative. Elle n'est pas obligatoire. Donc, soit si je veux donner un nom à ma contrainte, j'écris constraint, le nom que je veux donner à ma contrainte. Sinon, je ne fais pas cette clause. D'accord? J'écris directement ma contrainte. Alors, quelles sont toutes les contraintes possibles? Donc, tout ce que j'écris entre accolades, c'est les possibilités. Les possibilités séparées par des barres ici. Donc là, c'est les possibilités. Donc, on a trois possibilités ici. Note nulle. D'accord? On vous dit le note, il est facultatif. Donc, c'est soit nul, soit note nulle. Unique. Primary key. D'accord? Donc, ça, c'est les possibilités. Ou bien aussi, donc, j'ajoute si l'attribut est une clé étrangère, j'écris references, la table à laquelle on fait référence, c'est la table primaire ici, entre parenthèses, le nom de l'attribut.
auquel on fait référence dans la table primaire. Pourquoi l'attribut il est dit ici facultatif? C'est-à-dire si le nom de l'attribut sur lequel je définis ma contrainte a exactement le même nom qui est dans la table primaire, dans ce cas-là, c'est pas la peine d'écrire le nom de la colonne. Sinon, on est obligé de l'écrire. Cette clause suit la clé étrangère. Si je supprime au niveau de la table primaire un tuple, le système va refuser si la valeur de la clé, on lui fait référence à partir d'une autre relation qui contient une clé étrangère dans une table secondaire. On a dit le système va refuser. Si on veut que cette suppression se fasse, là où on définit notre clé étrangère, on ajoute la clause en délai de cascade. Par exemple, si je suis au niveau de facture, numéro client dans facture, c'est une clé étrangère qui fait référence à client, je lui ajoute en délai de cascade. Ça veut dire qu'à chaque fois que je supprime dans client, un client dans la relation client, je vais automatiquement dans la relation facture supprimer toutes les factures de ce client-là. Donc en délai de cascade, je la définis au niveau de la clé étrangère. La dernière possibilité, c'est le check. C'est une contrainte de valeur au niveau d'un attribut. Donc j'écris une condition concernant l'attribut pour lequel je suis en train de définir la contrainte d'intégrité. Je termine par disable. Je rappelle qu'on est dans la commande create. Donc si je ne précise rien, par défaut, toutes les contraintes sont activées juste après la création de la table. Si je veux qu'après la création de la table, les contraintes soient désactivées, j'ajoute disable. Disable permet de désactiver les contraintes d'intégrité. Un exemple donc, create table fournisseur NF, char 5, constraint, compte clé P, primary key, nom varchar 20, note nulle, code number 5, ville varchar 2, 15, constraint, compte ville, check, ville in AG Oran Annaba Constantine. Alors dans cet exemple, nous avons créé donc la table fournisseur en définissant ses attributs NF, nom, code et ville, et nous avons défini des contraintes d'intégrité. La première contrainte, c'est la primary key. NF, c'est la primary key, donc juste après Charles 5, on a écrit primary key. On a voulu nommer cette contrainte compte clé P, donc on écrit constraint compte clé P. Le nom du fournisseur, on l'a défini comme note nulle. Le code, à part son type, il n'y a pas d'autres contraintes. La ville, on a son type. Ensuite, on a défini une contrainte qu'on a appelée compte ville, constraint compte ville. Et c'est une contrainte de valeur qui dit que ville prend ses valeurs dans Alger, Oran, Annaba, Constantine. Si on ne veut pas donner des noms aux contraintes, j'écris la même commande, mais j'enlève juste les constraints suivis des noms. Donc NF char primary key, le nom varchar note nulle, code number, ville varchar check, ville in, et je donne la liste de valeurs. Donc là, j'ai enlevé les noms. Ça veut dire que j'ai pas nommé les contraintes. Dans ce cas-là, c'est le système qui va leur donner des noms internes, puisqu'on a dit que les contraintes d'intégrité sont conservées dans des catalogues. Donc le système va affecter des noms internes à ces différentes contraintes. Alors, quand on définit une contrainte sur plusieurs colonnes, on écrit constraint, le nom de la contrainte, toujours c'est facultatif. Ensuite, quelles sont les contraintes que je peux définir? C'est tout ce qu'on a pu faire au niveau de l'attribut, unique ou bien primary key, entre parenthèses, là où les colonnes qui forment cette clé. Foreign key pour dire que c'est une clé étrangère, entre parenthèses, là où les clés qui forment cette clé étrangère, references, table, et j'écris là où les colonnes. Donc, je répète la même remarque que j'ai fait tout à l'heure. Si les noms sont identiques, on peut ne pas écrire les noms. Sinon, on est obligé de les mettre. D'accord? Donc, quand on a plusieurs colonnes ici, c'est pas plusieurs clés étrangères. C'est une clé étrangère qui est composée. Si j'ai deux clés étrangères différentes, je fais 2 fois foreign key. Foreign key pour la première clé, references sa table, virgule, foreign key, l'autre clé, references sa table. La même chose ici. Unique, si j'écris unique entre parenthèses colonne 1, colonne 2, ça ne veut pas dire que c'est colonne 1 qui a la propriété d'unicité et colonne 2 qui a la unicité, c'est les deux composés. D'accord? Ça veut dire que la clé candidate est composée. Si j'ai plusieurs clés candidates, j'écris plusieurs fois la clause unique. Et le check ici, c'est un check la condition qui peut porter sur un ou plusieurs attributs. On termine par disable si on veut désactiver la contrainte après la création de la table. Donc, des exemples, la création de la table fourniture. Donc, nous avons le numéro fournisseur, numéro de la pièce,
la quantité. La clé primaire, elle est composée entre NF et NP. Donc, on écrit primary key, NF, NP. For a key, NF, references fournisseur, et for a key, NP, references pièce. On remarque ici que la clé étrangère concerne un seul attribut. Donc, on aurait pu écrire directement ici NF, char 5, juste après references fournisseur. La même chose au niveau de NP, char 5, juste après, avant la virgule, on écrit references pièce. Donc, on a le choix. Ici, on a le choix soit de l'écrire references ici, soit d'écrire for a key, NF, references fournisseur. Quand est-ce qu'on est obligé d'utiliser ça? Ça, c'est quand la clé étrangère est composée. Donc, une autre façon de décrire les contraintes, c'est dans la commande alter table. Donc, ici, ça veut dire que j'ai déjà créé ma table, elle existe déjà, et je veux définir une nouvelle contrainte que je n'ai pas définie lors de la création de ma relation. Dans ce cas-là, je le fais dans la commande alter table. Donc, alter table, nous avons déjà dit qu'elle permet de changer le schéma de la relation. Et donc, parmi les changements qu'on peut faire au niveau du schéma de la relation, c'est la définition d'une nouvelle contrainte d'intégrité. Donc, alter table, nom de la table, add, si je veux donner un nom, c'est constraint, le nom de la contrainte, et tout ce que je peux définir comme contrainte ici, c'est toutes les possibilités comme on l'a vu avant. Donc, soit c'est unique, ou bien primary key, ça veut dire que primary key, ça veut dire que j'ai pas défini ma clé primaire au niveau du create table. Je veux le faire à part à travers alter table. D'accord? Primary key, entre parenthèses, les colonnes qui forment ma clé primaire. Ou bien unique, et je définis mes colonnes ou la colonne ou mes colonnes qui ont cette propriété d'unicité. Ou bien, je définis une clé étrangère avec for a key. For a key, entre parenthèses, la colonne ou les colonnes qui définissent ma clé étrangère, c'est une clé étrangère ici, references, la table, entre parenthèses, les colonnes. En delete cascade, c'est exactement comme tout à l'heure, ou bien je fais une contrainte de valeur sur un attribut ou plusieurs attributs avec le check. Donc check, à l'intérieur, une condition qui porte sur un attribut ou plusieurs attributs. Et enfin, on peut ajouter disable, c'est-à-dire quand je définis, ici j'ai mis add, donc j'ai défini une contrainte. Cette contrainte, juste après, je dis disable, ça veut dire que je définis ma contrainte, mais je la désactive. Quand j'ai besoin de faire ce contrôle, je vais l'activer. Donc, des exemples d'ajout de contraintes ou définition de contraintes en utilisant le alter table. Donc, fourniture, je veux faire une contrainte de valeur sur quantité qui dit que la quantité est comprise entre 100 et 900. Donc, j'écris alter table fourniture, add, check, quantité between 100 et 900. Donc, ici, le check, vous voyez, on n'a pas mis constraint le nom de la contrainte. Ça veut dire que cette contrainte, je ne lui ai pas donné de nom. Si je veux lui donner un nom, donc entre le add et le check, j'écris constraint, le nom de ma contrainte. Ensuite, j'écris check, quantité between 100 et 900. Alors, ici, c'est la création de la table pièce, create table pièce, entre parenthèses, numéro pièce char 5, le nom char 20, matériau char 6, poids number 3, ville char 15. On remarque ici, nous n'avons pas défini la clé primaire. Si je veux après définir ma clé primaire, j'écris alter table pièce, add, primary key, entre parenthèses, NP. Je veux définir une contrainte sur la ville. J'écris alter table pièce, add constraint compte ville. Donc là, j'ai donné le nom compte ville à ma contrainte. Check ville in Alger, Oran, Annaba, Constantine. Donc nous avons vu la définition, comment on définit nos contraintes. Maintenant, comment on peut modifier une contrainte? Quelles sont toutes les modifications possibles qu'on peut faire au niveau d'une contrainte? C'est une contrainte qu'on a déjà définie soit dans create table, soit à travers alter table. Ça y est, ma contrainte est définie, elle existe. Je veux maintenant la modifier. Alors, toutes les modifications possibles sont décrites dans cette commande. Alter table, nom de la table. Alors, soit je veux supprimer ma contrainte avec drop constraint, nom de la contrainte. D'accord? Remarquez que constraint ici, c'est pas facultatif.
Ici, je suis obligée de dire drop constraint pour savoir que je veux supprimer une contrainte. Parce qu'on a vu que dans le alter table, on peut utiliser drop pour autre chose. Donc drop constraint, le nom de la contrainte, donc je dois connaître le nom. Soit j'ai donné le nom à cette contrainte, soit si je ne lui ai pas donné le nom, je dois récupérer ce nom à partir du catalogue contrainte d'intégrité. D'accord? Donc drop constraint, le nom de la contrainte me permet de supprimer cette contrainte. Ou bien, je veux activer une contrainte. C'est une contrainte que j'ai désactivée avec disable. Je veux l'activer, j'écris enable, nom de la contrainte. Ou bien, la contrainte, elle est activée et je veux la désactiver, donc j'écris disable, le nom de la contrainte. Donc ça, c'est les trois possibilités qu'on peut faire avec la contrainte. Si je veux modifier la définition de la contrainte, là, je suis obligé de la supprimer avec drop constraint, le nom de la contrainte, et la redéfinir de nouveau. Alors, exemple, alter table pièce disable constraint countVille permet de désactiver la contrainte qu'on a appelée countVille. C'est la contrainte qu'on a définie sur l'attribut ville dans la relation pièce. Si je veux réactiver cette contrainte, alter table pièce enable constraint countVille. Je veux la supprimer, alter table pièce drop constraint countVille. Donc ça, c'est les possibilités qu'on peut faire au niveau de modification de contraintes.